vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous êtes un être humain et que vous avez un accès à Internet. Vous êtes donc un animal social et culturel qui pratique quotidiennement la critique d'autrui, que ce soit face à face, via le commérage, l'analyse, le débunkage, le colibé, l'insulte ou la discussion décontractée, mais argumentée autour d'un point de contention. Un être humain fonctionnel qui ne critique pas, c'est-à-dire qui ne porte pas un jugement sur ce que disent et font d'autres êtres humains, ça n'existe pas en fait. Ceux d'entre nous qui essaient de s'éduquer aux arcanes de l'esprit critique n'ignorent pas que la critique c'est important. La présence de ce mot dans 50% de l'expression esprit critique est un indice de taille. En zététique, nous apprenons à nous poser des questions pertinentes, si possible, quand il s'agit d'évaluer s'il faut croire ou ne pas croire un énoncé. Et nous essayons de partager avec tout le monde les meilleurs outils méthodiques pour ce faire, la rhétorique, les vertus épistémiques, l'empathie cognitive et une forme d'humilité dans chaque échange où nous risquons d'avoir tort, c'est-à-dire, en fait, souvent. L'un des problèmes de la zététique, c'est que son volet principal, tourné vers une auto-éducation, une forme d'apprivoisement de son cerveau, afin de questionner d'abord nos propres croyances, nos propres perceptions et conceptions, afin de les corriger, ce n'est pas très visible. Tandis que l'autre volet, l'autodéfense intellectuelle, qui consiste à mettre à l'épreuve les énoncés émis par autrui, elle est souvent l'occasion de clash, de disputes, de rage quit et de tout un éventail de scènes très émotionnelles qui donnent le sentiment que la conflictualité est partout, que c'est même le régime de base, qu'elle sature l'air et que finalement, soit tout le monde harcèle tout le monde, soit personne ne harcèle personne, point. Monumentale erreur, on peut faire la distinction entre la critique et le harcèlement. Alors ce n'est pas facile, parce qu'on ne dispose pas toujours de l'ensemble de l'information permettant de se faire un avis, raison pour laquelle on serait bien sage de ne pas énoncer de jugement définitif sans avoir fourni un effort conséquent pour s'informer, et nous constatons tous que des tas de gens, peut-être en ce moment en commentaire, émettent un avis, partagent ce qu'ils pensent être vrai, mais n'ont fait aucun effort. Et ça se voit. Et ça gave tout le monde. Donc, cette distinction, elle n'est pas toujours facile, mais on peut la faire. Et cette distinction entre critique et harcèlement, là où elle est le plus utile, la plus importante, la plus cruciale, c'est dans notre propre comportement. Parce que là, au moins, on a les infos nécessaires pour juger. Donc ensemble, faisons un petit tutoriel pour apprendre à distinguer les situations dans lesquelles on se comporte d'une manière qui correspond à la critique, au mot critique, et la critique, elle est bien, elle est utile, en général, d'une situation où on est plutôt en mode harceleur, où la critique n'est plus une critique, mais une agression, et vous allez voir que, alors, je n'ai pas la recette miracle, j'adorerais, mais non, mais quand même, on a quelques indices, quelques ingrédients, quelques critères, pour faire cette distinction. Et si on la fait tous, cette distinction, les conflits qui resteront seront des conflits bien localisés, bien identifiés, et on saura ce qu'on fait. Parce que là, actuellement, il me semble qu'il y a une grande confusion sur qui fait quoi, comment, à qui est victime et qui est bourreau, et parfois les deux à la fois. Il paraît que l'art est difficile, tandis que la critique est aisée. Je trouve la formule au moins un peu critiquable. Alors elle a du vrai pour ce qui est des pratiques sportives ou artistiques, mais en ce qui concerne l'arène des idées, les questions en débat, la critique, elle fait partie du job. L'art de critiquer, ce n'est pas en réalité si simple que ça. Alors souvent, on croise des critiques absolument mauvaises parce que la plupart des gens, ou disons beaucoup de gens, ou disons trop de gens, ont l'air de s'imaginer qu'il suffit d'émettre son ressenti, de donner son opinion, d'asséner des perceptions subjectives comme si elles étaient des faits établis, et d'engueuler tous ceux qui ne sont pas convaincus, parce que du coup, ça voudrait dire qu'ils sont fermés à la critique. Voilà, pardon, mais ça manque un peu de métacognition, tout ça. En avant, tutoriel, étape 1. Se
se demander ce qu'on espère réaliser. On peut critiquer pour différentes raisons, différentes motivations, différents objectifs. C'est pas un problème. D'abord, on peut critiquer pour aider quelqu'un à reformuler sa pensée, à se corriger, à s'améliorer. C'est ce que font les amis et les alliés autour d'une cause commune. Votre cause, à vous, elle mérite que vous ayez le courage de critiquer ceux qui la défendent mal et que vous écoutiez les alliés qui sont en désaccord. Mais l'écueil de cette démarche, c'est la pureté militante, la police de la pensée qu'exercent certaines personnes qui tiennent à leur posture plus qu'aux idées qu'ils sont censés défendre. Allez voir la série du penseur sauvage sur les narcissiques. Lisez ce que j'ai pu écrire dans le passé sur les social justice warriors, mais ce n'est pas les seuls concernés. Tous les justiciers clavicoles, les paladins de la pensée pure et correcte, ils sont là depuis longtemps. On les a identifiés et ils ne nous le pardonnent pas du reste. La critique utile de l'allié, elle peut se transformer en harcèlement si elle s'acharne pour interdire certaines paroles, par intimidation, par brutalité, par menace. Une personne normale, figurez-vous, est capable d'admettre qu'on n'est pas d'accord sans pour autant qu'on soit des ennemis. La critique utile, elle accepte de ne pas être reçue et acceptée comme un ordre, comme une injonction définitive. Donc, cas numéro 1, on critique pour aider la personne qu'on critique. Ça peut aussi être ça. Deuxième cas de figure, on peut critiquer par opposition à un propos qui revient comme ça, qui nous semble faux et qu'on voudrait éradiquer, comme les fake news, par exemple. Et alors, il faut savoir cibler le propos et pas la personne qui tient le propos. Ça implique de savoir viser et de savoir doser. Mais c'est très important de pouvoir faire ce type de critique, que ça puisse continuer à exister, parce qu'on en a besoin, pour éliminer les mauvaises idées, les mauvaises croyances et les propositions qui circulent comme ça et qui sont mauvaises pour nous. Il faut qu'on puisse les critiquer, les voir et s'en débarrasser. Et donc ça, il faut qu'on puisse le distinguer du harcèlement. Ça, c'est le bébé dans l'eau du bain. Okay ? Troisièmement, on peut critiquer car on estime qu'il faut détruire la crédibilité, le capital symbolique, la légende personnelle de quelqu'un qui ment, qui désinforme, qui manipule, qui est dangereux. Les escrocs, les voleurs, les autocrates, les gourous de sectes, toutes ces personnes qui détruisent des vies méritent qu'on leur barre le chemin, méritent qu'on mette en avant leurs contradictions, leur turpitude, méritent qu'on les critique au niveau de leur parcours, de leur personne, de leur attitude, de leur posture et de leurs propos. Et la critique émise dans ce cas-là, elle fait de vous un ennemi. C'est la vie. Je n'attends pas de ceux qui me prennent pour leur ennemi, soit qu'ils soient les destinataires de mes critiques ou qu'ils soient les auteurs de critiques contre moi, qu'ils me traitent gentiment, avec uniquement des propos argumentés, avec une syntaxe parfaite et une politesse totale. Je m'attends, hélas, parce que c'est un petit peu la règle, à ce que pour eux tous les coups soient permis, pour me détruire. Je le constate. Rappelez-vous l'affaire Fast and Furious et la violence extrême des attaques lancées contre Antoine Daoust et d'autres affaires qui peuvent vous venir à l'esprit. Les exemples ne manquent pas. Il y en a beaucoup trop, en fait. Et c'est récurrent dans une sphère où, a priori, on n'est pas dans un combat idéologique qui serait vraiment une brèche importante dans la société. Les sujets qu'on défend, c'est la science, et a priori, ça fait consensus. Les sujets qu'on défend, c'est la raison, l'éducation. C'est des choses qui, globalement, ne partagent pas la population en 50-50. C'est pas des sujets sur lesquels, pour le dire autrement, c'est quasiment des sujets d'arrière-garde. Ça devrait être des sujets d'arrière-garde, les questions d'épistémique. On devrait tous être d'accord là-dessus et passer à autre chose. Ce n'est pas encore le cas. Et bien même là où normalement ce n'est pas le lieu des affrontements les plus violents, les plus abrupts, les plus à vif du tissu social, même là, on se prend des attitudes extrêmement toxiques, avec beaucoup de harcèlement. Et
pour ne rien vous cacher, moi je suis étonné en fait. Je continue à être un grand naïf, à être beaucoup étonné par beaucoup de choses. Mais là, typiquement, moi je m'attendais à être un petit peu en guerre contre des toutes petites communautés de gens tenants, croyants de certaines idées, et pas à être la cible de groupes militants politiques. J'ai été très étonné par ça. Et la frange des gens qui s'estiment bien plus au courant que moi, mais bien plus aware que moi sur tous ces sujets, bah, eux, ils ont trouvé ça parfaitement normal. Le traitement qu'ils réservent à tous ces vulgarisateurs, à toutes ces personnes qui promeuvent l'esprit critique, ils trouvent normal de les traiter comme ça. Et moi, je trouve ça quand même vachement effrayant. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être changer un peu votre braquet et vous rendre compte de ce qui se passe. Bref, je trouve particulièrement triste d'être traité comme un ennemi par des alliés qui prétendent ou qui croient émettre une critique constructive. Parce que des fois, il y a un petit vernis constructif avec des tournures de phrases, et puis d'ailleurs, ça colle, ça ne fonctionne plus. Au fil des années, cette situation dont je vous parle, moi, elle m'a souvent blessé. Et si aujourd'hui, en 2024, je suis capable de continuer mon travail, ben, je vais vous donner ma recette, mon petit secret pour résister à tout ça, c'est parce que j'ai fini par ne plus être aussi charitable qu'avant, avec la confusion dans le registre de l'attaque qui règne dans ces sphères-là. Il y a des gens qui maintiennent une confusion entre critique et harcèlement. Et j'ai décidé que le bénéfice du doute n'était plus obligatoire, en fait. Donc, ben, je vous le dis, mais ça a déjà été dit, mais je vous le rappelle, ne vous étonnez pas. Si vous finissez banni, bloqué en one-shot, si votre mode d'expression consiste à commencer par rabaisser le youtubeur que vous voudriez sincèrement aider à progresser. Le youtubeur que vous critiquez, il ne vous doit aucun égard particulier. C'est pas votre pote, c'est pas votre cousin, c'est pas votre grand-père ou votre petit-fils. On vous doit le respect qu'on doit à tout le monde. Et si vous n'en avez pas, de quoi est-ce que vous allez vous plaindre lorsqu'on vous bloque? Bah, il y a des gens qui se plaignent, ah bah, on ne m'écoute pas. Ah, gna, 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 gna. Ils se ferment à la critique parce que vous avez commencé sur un mode agressif. Et dans le contexte ou sur la vidéo, vous voyez un petit peu le type d'individu que ça concerne. Quatrième type de motivation argumentaire. Après, on critique pour aider. On critique pour arrêter une idée. On critique pour arrêter quelqu'un qui fait profession de bousiller le paysage des idées, voire les gens. Ben, on peut critiquer, quatrième point, pour faire mal, pour se venger, pour apporter une justice qui nous semble faire défaut, pour chercher un moyen d'exister, pour se réparer soi-même éventuellement, en détruisant l'autre. Voilà. On veut anéantir l'existence publique de quelqu'un, d'une cible, et du coup là on estime que tous les coups sont permis, évidemment. Et ça, c'est trop fréquent. C'est fréquent, et ça n'est pas de la critique. Ça, c'est de l'agression. C'est de la pure agression. Et c'est comme tout, quand la dose dépasse une certaine limite, pénalement, c'est répréhensible. On peut juger, on peut estimer être en train d'agir sous le coup de la légitime défense. Il y a des gens qui disent ça, ça peut se plaider. Mais il demeure que ce n'est pas de la critique, et que cette motivation est étrangère à la démarche zététique que je défends, et qui se place d'abord, même si on ne peut pas vraiment la réduire totalement à ça, à un plan épistémique. On évalue la véracité des propos, la solidité des arguments, la cohérence d'une posture. Ça, on peut le faire. Mais détruire quelqu'un, son travail et qui il est, ça ne colle pas. C'est pas le même espace-temps. Donc je résume. 4 contextes de la critique pour aider, pour combattre une idée, pour combattre l'influence de quelqu'un de dangereux ou pour se venger. Il faut les distinguer. Et dans mon travail, je le fais régulièrement, de manière explicite. En tout cas, j'essaye de le faire. Et donc, je ne traite pas mes alliés comme des ennemis. Je ne confonds pas les idées avec les personnes qui s'en font l'écho. Et je ne mets pas dans le même sac les croyants, les tenants, même prosélytes, et ceux qui tirent un profit personnel à susciter, encourager, alimenter la croyance d'autrui.
Voilà, ça c'est l'étape numéro 1 dans la manière de bien distinguer la critique du harcèlement. Passons à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, oubliez les octogones et ces histoires de sport de combat qui sont non pertinentes et qui m'emmerdent depuis des années. Une fois que, après l'étape 1, j'ai bien vérifié le registre où je me trouve de la critique, eh ben, j'ai encore du travail à faire. Parce que, attention, la critique n'est pas un sport de combat, je préfère une autre métaphore qui aura ses limites. C'est un travail d'équipe. Une sorte de course d'endurance en relais où je fais ma part du travail en comptant sur l'implication des autres à faire de même. Et donc cela exige de moi que j'essaie d'être exemplaire. Alors, pas tout le temps, pas à chaque seconde de mon existence, mais à chaque fois que je m'engage dans une activité importante. L'exemplarité, c'est le signal honnête, coûteux et donc fiable, qui nous distingue. Quand je dis nous, c'est pas les gens qui comptent les méchants, c'est les gens qui font les efforts d'être dans une posture épistémique rigoureuse, ceux qui défendent la méthode. C'est ce qui nous distingue, ce signal de l'honnêteté, des autres, des militants toxiques, des paladins clavicoles, des complotistes et des gourous. Parce que cette exemplarité-là, ils ne peuvent pas s'y tenir. Alors, c'est super ingrat, parce que chaque faux pas que nous faisons nous est reproché avec une intensité bien supérieure à ce que subissent nos adversaires quand ils font des immondices, des coups bas, des saloperies, des insultes, des raids, etc. C'est pas juste, on n'est pas traité à la même enseigne, on est beaucoup plus sévère avec nous qu'avec le camp d'en face. Ça va avec le travail. C'est injuste, mais moi, au bout de 10 ans, je n'ai pas trouvé mieux à vous dire que ça. Cette exemplarité, ce signal honnête, il n'est pas remplaçable. Il n'est pas facilement falsifiable. Et pour l'instant, c'est un peu tout ce qu'on a et qui peut fonctionner. Notre rôle, c'est de rappeler que des règles existent et de les suivre, de miser sur l'intelligence collective. Et donc régulièrement, on va perdre, parce que l'intelligence collective, elle a beaucoup d'exceptions, mais dans l'ensemble, nous progressons, et nous progressons ensemble. Et on fait ça en accueillant parmi nous tous les gens qui, naguère, adhéraient à des croyances que les zététiques les a aidés à mettre à distance, et qui donc s'emparent de ces outils, se sentent chez eux, ici, et ont bien raison de le faire, et nous rejoignent, et donc c'est bien un travail collectif qu'on fait. Il en ressort, donc comme conséquence, que le débat face à face, aussi appelé octogone parfois, que beaucoup de gens réclament. Vas-y, t'es pas cap d'être face à face avec un tel, il va te démonter la gueule. Ce face à face, il est rarement une bonne manière de procéder, car il s'agit d'un rituel qui se rapproche plus de la loi du plus fort, du plus incisif, du plus volubile, du plus adroit manieur de mots, plutôt que du meilleur penseur, du meilleur locuteur, le mieux apte à faire progresser tout le monde sur un sujet en discussion. Donc le débat, c'est très bien, je suis pour, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, et sur la chaîne, il y en a très peu en fait, parce qu'il faut des conditions extrêmement précises à réaliser. Je vous renvoie à ce que je disais, vite fait, sur la question de débattre ou pas avec tout le monde, ou pas, bref. Parenthèse maintenant, importante. Est-ce que sur la tronche en biais, je me livre à du harcèlement, selon vous? Sur cette chaîne, je livre des analyses de discours que j'estime contraires aux connaissances scientifiques, dangereuses, trompeuses, et j'apporte la contradiction à beaucoup de gens qui cherchent à avoir une influence que je juge néfaste pour tout le monde. À ce titre, j'énonce des critiques fortes, sourcées, j'espère, argumentées, parfois moqueuses, quand j'estime devoir porter atteinte à la crédibilité de ceux qui font profession de désinformer. Alors évidemment, en face de moi se trouvent des personnes qui reçoivent cela comme des attaques et disent parfois qu'elles sont victimes de harcèlement. La justice peut les aider à établir la réalité des reproches, il leur suffit de porter plainte. À ce jour, pour info, pour rappel, quand on porte plainte contre moi, c'est selon deux modalités. Pour diffamation, quand Madame Annie Lebé trouve insupportable, intolérable et hors la loi, et de dire que
lorsqu'on dit de la merde, il faut supporter des critiques, c'est la phrase que j'ai dite et qui me vaut d'être mis en examen, ou bien pour concurrence déloyale par des types qui disent « Comment Dax, il me critique, je perds de l'argent ». Ok ? De mon côté, j'ai déposé des plaintes pour cyberharcèlement. La presse en est fait l'écho. J'étais extrêmement clair avec tout le monde depuis le début. Vous m'avez aidé en contribuant à une cagnotte qui permet de saisir la justice. Et avec ça, je travaille avec mon avocat, maître Mathieu Lantieri, et j'espère que les tribunaux sauront traiter tout cela d'une manière qui aidera les internautes francophones à se débarrasser de certains comportements qui commencent à... Je vais être vulgaire, donc ma phrase est finie. Vous ne me verrez pas négocier avec les harceleurs qui s'en prennent à moi depuis des années, qu'ils soient anonymes ou pas. Je commence par échanger avec tout le monde, et puis quand ça se passe mal, eh ben, je bloque. Et si les gens veulent continuer, eh ben, très bien, je subis, j'enregistre, j'archive, des gens m'aident à cette tâche, et je les en remercie. Et puis, au fil du temps, peut-être qu'un jour, j'estimerai qu'il y a assez de données qui montrent le comportement de telle ou telle personne, et ben, ces gens recevront un courrier du tribunal, et ils seront embarqués pour 1, 2, 3 ans de procédure qui leur coûtera de l'argent, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, qu'ils apprennent ou pas des leçons de tout cela, peu importe, le principal étant d'envoyer un signal à tout le monde, à tous les autres. J'ai bon espoir que l'attitude que j'adopte, qui a plein de défauts, et n'hésitez pas à la critiquer, serve à envoyer un message général pour qu'on se comporte mieux tous. Je vous invite, à cet égard, à passer en revue les 600 vidéos de la tronche en biais et mes comptes sur les réseaux pour vérifier si je me livre à des insultes répétées, à des attaques personnelles, à des menaces ou à un acharnement qui serait différent du travail journalistique de Mediapart, par exemple, qui régulièrement traite une affaire en plusieurs épisodes en laissant à chaque fois les incriminés répondre, réagir ou ne pas réagir. Cette méthode-là, de notre démocratie, n'est pas appelée du harcèlement. C'est du journalisme. Si mes méthodes à moi sont vraiment différentes de celles-là, qu'elles méritent d'être appelées harcèlement, croyez bien que j'ai en face de moi des gens qui ont largement les moyens de me traîner au tribunal, de me faire taper sur les doigts et de me faire comprendre que ce que je fais n'est pas normal. Retour au tutoriel, étape numéro 3, les questions cruciales. Je vais vous rappeler les 3 questions que ne se posent pas les cons tels que je les définis depuis des années maintenant. Allez voir la vidéo qui parle de ça, allez voir l'article, tout est en lien dans la description. Les cons, c'est qui? Ce sont ceux qui affirment ce qu'ils ne peuvent pas affirmer, qui disent savoir ce qu'ils ne peuvent pas savoir et qui projettent sur autrui leurs propres défauts. Voici les 3 questions que je dois me poser avant d'appuyer sur Entrée lorsque j'envoie un commentaire qui critique quelqu'un. 1. Suis-je mieux informé ou plus compétent que la personne à qui je m'adresse? Parce que si je veux donner une leçon de biologie à un docteur en biologie, j'ai plutôt intérêt à réviser avant. 2. Ai-je raison de supposer telles intentions de la part de mon interlocuteur? Parce que si je me fie à ce que disent quelques militants extrémistes pour dire qu'un tel est fasciste ou gauchiste ou platiste ou pédophile ou intégriste, etc., peut-être que ce n'est pas un jugement très sûr, en fait. 3e question, ai-je identifié le but de mon commentaire dans le cadre de cette conversation? Et ça, c'est l'étape numéro 1 dans cette vidéo. Ok, les 3 grandes questions qu'on doit se poser toujours. Si je ne me pose pas ces questions, je deviens le jouet de mes émotions, mais aussi des algorithmes et des effets de manche, des manipulateurs qui savent très bien jouer avec la matière émotionnelle autour de nous, qui créent du scandale pour engranger des vues, pour engranger de la popularité et du pouvoir, dont ils font un usage négatif pour engranger encore plus de vues, avec encore plus de scandales. On connaît la spirale et des noms spontanément viennent à votre esprit. Je vous renvoie vers la vidéo sur tout ce qui pourrit les débats. C'est un peu la même question.
Étape numéro 4. Étape numéro 4, l'art de recevoir la critique. Et oui, ça c'est important. Il ne faut pas faire porter tous les efforts sur le seul émetteur d'un propos critique. Parfois, la violence se trouve du côté de celui qui reçoit la critique et décide de contre-attaquer en pourrissant la vie de celui qu'il trouve être un ennemi, une source de nuisance. En zététique, nous parlons souvent de la manière d'émettre une critique de la manière la plus efficace possible et on parle presque jamais de la manière dont il faut la recevoir. Alors parlons-en. D'abord, et c'est très difficile, il faut éviter de prêter une intention agressive, nuisible à celui qui nous critique. Il faudrait, idéalement, se concentrer sur ce que son propos pourrait avoir de vrai. L'entendre comme une parole amicale et bienveillante qui pourrait nous aider à mieux penser, mieux parler, à mieux défendre certaines idées. Parfois, des remarques abruptes et désagréables s'avèrent de précieux conseils pour éviter des écueils que nous n'avions pas su voir auparavant. Tous les conflits d'opinion ne doivent pas susciter en nous le besoin de nous défendre. Tous les conflits ne sont pas mauvais. Certains nous aident à garder le cap, d'autres nous rappellent les priorités que nous désirons cultiver ou les défauts que nous devrions atténuer. Celui qui reçoit une critique ferait bien d'avoir lui aussi les 3 questions à l'esprit. Parfois, c'est quelqu'un qui en sait plus que moi, qui vient m'apporter son aide dans une critique, même si elle prend une forme un peu piquante. Donc il faut qu'on s'entraîne à cela. Je crois que personne au monde n'est entraîné correctement à recevoir la critique, de manière constructive. Et c'est quand même bien dommage. Étape numéro 5, là je mets en vrac des réflexions générales. Vous n'êtes pas obligé de critiquer publiquement tout ce qui vous énerve. Vous pouvez choisir vos combats avec un peu plus d'intelligence et même inciter certaines personnes qui vous agacent, pour plein de raisons, à défendre une cause commune, à peser avec vous là où vous pensez que ça pourrait être utile. Vous avez le droit de vous allier à des gens qui ne partagent pas 100% de vos convictions. Sinon, vous allez très vite vous sentir tout seul et vous n'allez plus servir à rien. Tout le monde n'a pas le même humour. Ça paraît basique, mais rappelez-c'est bien, si votre blague peut être interprétée comme une agression, demandez-vous si ça vaut le coup de la garder absolument. Peut-être qu'on peut la retirer, voire s'excuser et passer à autre chose. Vous n'avez pas besoin de vous répéter 100 fois. La répétition est l'un des critères du harcèlement. On n'aide pas autrui à s'améliorer en pratiquant le supplice de la goutte chinoise. Si le reproche que vous avez à formuler a déjà été publié 250 fois par ailleurs sous les vidéos à côté, partout, vous pouvez liker, bien sûr, tous ces reproches. Mais pourquoi voudriez-vous le redire une fois de plus, alors que ça a déjà été dit 250 fois? Êtes-vous sûr d'avoir identifié le but de votre démarche? Faites causer la question. Vous n'avez pas besoin de gagner. Forcer l'autre à prononcer une phrase qui atteste de votre supériorité est l'une des marques les plus évidentes que vous êtes un putain de gros toxique, on en a marre. Une critique peut être entendue et avoir un effet sur la personne sans que cela se voie directement, sans qu'il y ait une crise comme ça, une révolution, une mue instantanée. Non, non, non. Si vous faites évoluer un tout petit peu le vocabulaire ou le ton d'un vidéaste, d'une journaliste, d'un influenceur, c'est déjà beaucoup en fait. Ne visez pas là parce que vous allez être déçu. Si vous voulez absolument produire un résultat extrêmement important chez quelqu'un et que vous n'y arrivez pas, il vous restera 2 choix. Soit vous dire « j'ai pas été assez bon », soit dire « ah, il est fermé à la critique ». Et devinez lequel des deux vous allez avoir tendance à préférer. Hein. Donc, on va ramener un peu les prétentions à la baisse et ça se passera beaucoup mieux. Vos propos publics, qu'ils soient tenus dans des vidéos ou sur des réseaux, sont des propos publics.
ils pourront vous être publiquement reprochés. Ne prenez pas Twitter pour un salon privé où vous pouvez ressasser toute votre rancune pour Édouardine ou pour Placibas. Ce sont des propos tenus dans l'agora commune où ils peuvent atteindre les gens en question et leur faire du mal. Même si vous pensez que ça va quoi, on est entre nous. Voilà. Quand vous faites ça, on peut vous demander les comptes. Et moi, j'étais un peu étonné de voir des gens diplômés et a priori pas stupides qui ont mis 3, 4 ans à comprendre cette chose extrêmement simple. Donc c'est que ça ne va pas être si simple que ça finalement. 15 ou 20 réactions désagréables sous votre dernière publication ne constituent pas une shitstorm, ni un cyberharcèlement de masse. J'en vois quelques-uns qui se disent « Oh là là, qu'est-ce que je prends dans la tête ?» Et on regarde, ils ont pris 5 commentaires. Pour en avoir reçu des dizaines de milliers depuis 2014, dont quelques centaines de menaces de mort plus ou moins vagues, j'apprécierais, je vous serais reconnaissant, je vous dirais merci de garder le sens des proportions. Vous vivez une séquence désagréable où des gens viennent vous répondre publiquement à des propos publics. Si c'est au-dessus de vos forces, je suis désolé, mais c'est pareil dans la vraie vie, hors du numérique. Quand vous dites quelque chose, les gens autour de vous, ils ont le droit de réagir. Et donc l'une des possibilités que vous avez, c'est de bien la fermer en fait, de temps en temps. C'est aussi une stratégie qui peut payer. Enfin, dernier conseil, si vous voulez convaincre votre interlocuteur ou les lecteurs de votre échange que c'est vous qui avez raison, il est préférable de leur donner envie d'être dans votre camp, de vous ressembler, d'être comme vous, d'être sympa. Si vous préférez la grandiloquence, la stature, le surplombante et le droit d'injurier et de mépriser absolument tout le monde, vous avez plus de chances de jouer le rôle de repoussoir en offrant une caricature de votre camp. Je vous renvoie vers le vite fait qui parle de la polarisation illusoire et le tranchant live sur le tribalisme numérique. Bref, quand vous vous comportez mal, en fait, en ne voulant pas du tout être exemplaire, vous desservez votre cause. Et c'est votre droit, mais c'est dommage. Pour finir, je vais en revenir sur le texte de loi. J'ai expliqué comment je concevais moi l'art de la critique, et sûrement que ma conception de la chose va encore évoluer, et qu'on peut faire mieux, et que vos critiques peuvent aider. On va regarder maintenant le côté harcèlement. C'est quoi le harcèlement? Qu'est-ce que dit la loi? Article 222, 33, 2, 2 du Code pénal. Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. L'infraction est également constituée, lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Une fois suffit. B. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Donc, quand vous savez, vous savez. Je poursuis. Les faits mentionnés au premier à 4e alinéa sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité de travail totale supérieure à 8 jours, lorsqu'ils ont été commis
sur un mineur, lorsqu'ils ont été commis sur une personne dans la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur, lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique. C'est aggravant, en fait, le numérique. Circonstance aggravante. Je le souligne. Lorsqu'ils ont été commis sur le titulaire d'un mandat électif, lorsqu'un mineur était présent et y a assisté. Les faits mentionnés au premier à quatrième alinéa sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans 2 des circonstances mentionnées au point 1 à 5. Donc, moi je dis, il y a des gens qui sont en train de jouer à la roulette russe actuellement, parce que on encaisse, on n'est pas là pour faire la guerre dans les tribunaux, on n'a pas que ça à faire, mais le jour où il y aura un drame, ou le jour où quelqu'un va décider que ça suffit, et on va au tribunal avec les armes et les bagages, vous allez déchanter. Hein. Il y en a quelques-uns là qui se croient capables de tout assumer et qui ne vont pas pouvoir assumer. En fait. Passons à la conclusion. Conclusion, nul n'est censé ignorer la loi. Le doxing est punissable, le harcèlement aussi. Je souhaite, et là je prononce un vœu pieux, je ne sais pas, je souhaite que nous passions tous à l'étape suivante de l'histoire d'Internet, celle où l'on n'a pas besoin de tout régler par le conflit comme des singes énervés ou comme des automobilistes du XXe siècle. Rappelez-vous, moi j'étais un petit peu, pour lesquels les accidents mortels étaient une fatalité. Allez vérifier les chiffres. On estimait qu'il fallait accepter quelques dizaines de milliers de morts parce que c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, on n'y peut rien. On a su se mobiliser, se sortir un petit peu les doigts et éliminer de la route les pires comportements. Ça va beaucoup mieux qu'avant, en fait, aujourd'hui. On a réussi à apporter de la sécurité aux usagers. Et je pense qu'il est temps d'appliquer cette recette aux espaces numériques, qui ressemblent encore un peu trop, là c'est un avis personnel, mais vous êtes là, et donc je vous le dis, hein, je partage mon avis, tout ça ressemble encore un peu trop au Far West. Ça peut plus durer, pourvu que ça change. À très bientôt. Merci pour votre soutien. Merci d'appliquer tout cela dans les commentaires, de vous comporter bien et de ne surtout pas me défendre en vous comportant mal. Ou alors, si vous êtes en train de jouer un double jeu et vous finirez bloqué. Et c'est pas grave. Merci encore pour toute votre attention. Pensez à partager la vidéo. Merci pour le soutien aux plateformes qui permettent de rester motivé, actif et efficace, j'espère, pour produire des contenus. Des bisous.